1 heure de conférence et je sors de là, mais complètement bouleversé parce que je me rends compte que je connais rien de la vie. On a tout sur Internet gratuitement. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un contenu gratuit et un contenu payant? Beaucoup de personnes ont besoin de payer pour une formation parce qu'ils se disent que je vais apprendre plein de trucs. Mais c'est faux. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont radins. C'est genre, il ne faut pas dépenser trop. Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faudrait avoir pour devenir entrepreneur? Ouais, t'es un peu fou. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour le tout premier podcast que je sors. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais j'ai trouvé le nom du coup. Le nom de la chaîne, ça sera 97 Cut. Ok. Pas mal. Je pense qu'on peut tout de suite commencer. Déjà, la première question que j'aurais, c'est qui es-tu et est-ce que tu peux nous présenter ton ou tes business? Oula. On va passer on va faire court quand même. Je suis fils de commerçant. J'ai fait des études, je ne suis pas très études, donc j'ai fait un diplôme à la chambre de commerce. Mon père ne voulait pas que j'aille travailler en tant qu'employé, donc j'ai repris le commerce assez rapidement. J'ai fait plusieurs métiers, commerçant, artisan. J'étais dans la sécurité, fait un bar, boîte de nuit, enfin bref, un peu de tout. J'ai tout revendu. Et aujourd'hui, je gère un petit peu d'immobilier. Et puis, mon dernier établissement, le Lange Garden. Et ça va être le dernier parce que voilà, je suis plus trop attiré par la fiscalité française, elle était un peu lourde. Okay. Et donc, c'est plus trop. Enfin, pour moi, ma vie est derrière plus que devant. Okay. Et aujourd'hui, ma priorité, malgré tout, c'est d'essayer de profiter de la vie. Ok. Donc, ça, c'est ta première mission aujourd'hui, du coup. Ah oui. Mon père a fait mieux que moi parce qu'il a 93 ans aujourd'hui et il a pris sa retraite à 50 ans. Ok. Donc, je ne pourrais pas faire mieux que lui. J'ai 63 et je continue de travailler. Après, c'est plaisant, donc c'est pour ça. Et puis, je crois qu'il faut quelque chose. Parce que la retraite, pour moi, je n'y crois pas trop. Dans le sens où beaucoup de gens, quand ils vont à la retraite, ils dépriment parce qu'on n'a plus rien à faire. Et j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet de rester, de faire bouger fonctionner les neurones et d'inventer des choses et puis de me faire plaisir. Et en plus de gagner de l'argent, alors là, c'est encore mieux. Et justement, est-ce que tu n'as pas peur que quand tu seras à la retraite, tu vas t'ennuyer? Non, parce que d'abord, je ne serai jamais à la retraite. Okay. J'aurai toujours un but. J'ai toujours été, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été un compétiteur. Dans le sport aussi, pareil. Et la place de numéro 2 ne m'intéresse pas, c'est la place de numéro 1 qui m'intéresse. C'est vraiment ma manière de penser. Même si demain matin, je vais profiter de la vie, mais j'aurai toujours un but derrière. Okay. Sinon, on meurt. Sinon, on meurt. Ah non, okay. C'est vrai. Donc la phrase « le travail, c'est la vie », t'en penses quoi? Je sais pas comment il faut le prendre. C'est pas le travail qui est la vie. Je pense que il faut avoir un but. C'est pas le travail en lui-même. Parce que comme Lao Tzu disait, trouvez quelque chose que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler de votre vie. Donc pour moi, je ne vois pas comment on travaille. Donc selon toi, comment on fait pour trouver son sens dans la vie et du coup son travail? Ça, c'est le plus dur. En fait, moi, c'est les erreurs. C'est ma plus grande claque. Il y a 15 ans de ça, j'ai fait une grosse erreur. J'étais au bord de la faillite. Et c'est là où j'ai découvert qui j'étais, vraiment. Ce que j'avais dans le cœur, dans le pantalon et puis dans le cerveau. Et là, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors c'est comment dire, c'est facile à le dire quelques années après, mais quand on est dedans, tout est noir, on voit rien, c'est difficile. Mais c'est la vérité, on apprend seulement dans les épreuves. Quand ça se passe bien, on ne sait pas pourquoi ça marche. Donc c'est pas là qu'on apprend. C'est vraiment quand on galère parce que je dis ah ouais mais j'ai raté un truc, je comprends pas pourquoi je me suis cassé la gueule. Là j'ai oublié un truc, là j'aurais dû faire ça. Et c'est comme ça qu'on apprend. Mais quand ça marche, on ne sait pas. Ça marche. Donc, et c'est le problème, c'est que quand on a une réussite trop rapide, et des fois ça ne dure pas longtemps. Parce que la personne, l'entrepreneur ne se remet pas en question. Pas pour tout le monde, mais en général c'est ça. Par contre, quand c'est difficile au départ, on va se dire ok, moi en tout cas ce que je dis, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que les clients achètent? Et donc c'est un processus qui est journalier,
à chaque instant de ma vie. Donc tu penses que la réussite prend du temps? La réussite prend du temps. Alors, pour moi, en tout cas, oui, parce que j'ai eu faim il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a peut-être une dizaine d'années, juste après ma faillite, où là, j'ai compris la valeur de l'argent, et là, j'ai eu faim, vraiment. Avant, non, et j'ai perdu du temps, c'est ça, c'est que je me suis laissé vivre. Oui, je gagnais même ma vie, et j'avais pas de but. Mais par contre, quand on échoue et on risque de tout perdre, et bien là, la moindre petite chose prend de la valeur. Prendre un café le matin, par exemple, je sais pas moi, aller à la terrasse d'un bar, boire un café, avoir le temps de prendre ça, c'est du luxe. Et je me rappelle, j'avais vu quelqu'un pour qui on travaillait. Il avait vendu sa société en métropole. Il est arrivé donc Saint-Gilles, il venait s'acheter une maison, il montait une société pour sa femme. Et je le voyais arriver tranquille, bien posé, beau polo, enfin bref, belle montre, et boire son café. Et c'est juste ça. Je me suis dit, le jour où je réussirais à remonter la pente, le luxe pour moi, ça serait juste de boire un café et surtout d'avoir le temps de prendre un café. C'était pas l'argent, c'était rien. Donc est-ce que c'est ça la réussite? Avoir le temps de faire ce que tu veux quand tu veux ou... C'est un ensemble, mais être libre, quelque part, avoir une certaine liberté, de prendre sa vie en main, de pouvoir faire ce qu'on veut, et puis de planifier, de dire voilà, je vais faire ça, y arriver. Oui, je pense que c'est ça la réussite. Et est-ce qu'il faut obligatoirement avoir de l'argent pour être libre? C'est un discours très philosophique là, parce que il y a des gens avec peu de choses, ils sont heureux, et franchement, c'est très bien. Après, tout dépend de son tempérament. Moi, je pense que l'argent facilite beaucoup les choses et permet d'accomplir des choses. Donc, mais ça ne rend pas plus heureux. C'est juste un moyen qui vous permet de vous épanouir et puis d'accomplir des rêves. Parce que quelqu'un qui n'a pas de rêve, c'est difficile. Hein. Franchement, moi, j'ai toujours eu... Et je vois, parce qu'avant, j'avais pas trop de rêves, mais par contre, je faisais ce que j'avais envie. Mais l'argent n'est pas, c'est pas l'élément indispensable pour être heureux. Et c'est très différent. On parle pas de la même chose, mais ça aide. Ça aide, c'est ça que ça aide. Ça aide, non mais ça aide. C'est un souci en moins quand même. Comment? C'est un souci en moins quand même. Ah non, on a toujours des soucis. En fait, Oui. en plus, les pires, c'est que plus on gagne de l'argent, plus on a des problèmes. Faut pas croire que quelqu'un qui a réussi, qui a de l'argent, c'est la coule douce. C'est pas si évident que ça. C'est que les problèmes sont en proportion avec la somme qu'on a ou bien la grosseur de l'entreprise qu'on a. Et ça, je l'ai compris et je veux pas justement... j'ai un ami qui me disait, on ne peut pas aller contre le système, mais il ne faut pas être prisonnier du système. Donc du coup, moi je travaille aujourd'hui sans employé, j'ai 0 employé, pratiquement. Et d'ailleurs, parce que j'ai géré une société de sécurité où j'avais jusqu'à 50 personnes et je ne veux plus revivre ça. Ça m'a dégoûté de la gestion des salariés aussi. Du coup, j'investirais dans n'importe quel business où il n'y a pas de salariés. Un peu comme vous. C'est vrai que l'ère du digital, ça aide pas mal. Ça aide et c'est l'avenir. Ouais. Mais après, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un monopole dans le business parce que c'est, on va dire, l'ancienne économie avec des grosses sociétés qui ont monopolisé tout, bah, on aura toujours besoin d'employés, de moins en moins malgré tout. Eux, ils sont installés déjà, mais pour les jeunes qui se lancent et puis les nouveaux entrepreneurs, il faut changer de mentalité, il faut changer de logiciel. Sinon, en plus en France, sinon ils sont morts. Ouais, je pense que cette mentalité, elle change de plus en plus pour les jeunes, en tout cas, ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui vivent seuls, qui font marcher leur business seuls. Et j'ai l'impression que la jeunesse, en tout cas, elle s'en inspire beaucoup et elle est moins inspirée par les grosses sociétés, comme tu dis, avec plusieurs employés, tout ça. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là, même si on aura toujours besoin de grosses sociétés. Mais j'ai l'impression que les mentalités, elles changent et que de plus en plus de personnes veulent se lancer seules, freelance. Oui, c'est une évidence parce que, alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? De toute façon, c'est l'évolution. Moi, mon fils, par exemple, il a 15 ans. Il vient de commencer à
à faire du trading. J'ai rencontré en début de semaine quelqu'un, pareil, à Saint-Benoît, son fils, qui travaille avec lui, a commencé à faire du trading aussi. Donc, la nouvelle génération, elle va plus vite, elle va gagner de l'argent beaucoup plus rapidement et en faisant moins d'efforts. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça que l'économie va changer obligatoirement. Et eux, ils sont compris. Par exemple, mon fils, lui, il ne veut pas travailler, il ne veut pas apprendre un métier, il veut faire du business, quoi qu'il en soit. Et donc, ça veut dire que dans son mindset, il a intégré des choses. Alors, il va à l'école. Donc, je dis, écoute, tu ne perds pas ton temps, tu vas à l'école, apprends, bien ne serait-ce. Surtout les langues, le chinois et l'anglais. Mais à part ça, je vais te dire, moi, tout ce que j'ai appris à l'école, ça ne m'a rien servi. En clair, oui. Si on devait être, à part à lire, à écrire, après, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui font des métiers, c'est bien. On n'a pas tous le même cursus, et ça qui est bien. Mais en tout cas, pour toi, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Ah, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs. C'est parce qu'il faut franchement, il faut un mental de guerrier. Il faut pas, et puis il faut faut pas douter. Si on a des doutes, mais je veux dire, on n'en parle pas et puis on avance. Et puis, si on tombe, on relève. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faudrait avoir pour devenir entrepreneur? Ah, t'es un peu fou. Parce que aujourd'hui, en tout cas en France, oui, il faut être un peu fou. Mais par contre, aujourd'hui, il faut avoir une vision. Si un entrepreneur n'a pas de vision, il va faire un business, ça va marcher quelques années, mais tôt ou tard, ça va tomber. Si on n'a pas de vision aujourd'hui, on peut pas avancer. Le fameux why, pourquoi on le fait, ça c'est pour moi, et moi je l'avais découvert il y a quelques années de ça, mais c'est de plus en plus véridique. C'est pourquoi on fait. Le matin, on se lève. La société, mais pourquoi on le fait, à qui on s'adresse, ce que c'est vraiment important pour moi. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, j'ai eu la chance de trouver mon ikigai. Alors, parce que l'ikigai, c'est vraiment un terme japonais, mais que peu de gens connaissent. Mais j'ai trouvé très tard. J'ai trouvé à 50 c'est à plus de 50 ans, 53 ans. Et donc aujourd'hui, mon ikigai, c'est quoi? C'est l'événementiel, c'est l'immobilier et un style de vie. Donc tout ça, je sais pourquoi tout ce que j'ai fait m'a amené à là. Et puis, et mes réelles compétences sont là-dedans. Et comment tu l'as trouvé, cet ikigai? Parce que du coup, moi aussi, ça me parle. Moi, je l'ai trouvé, c'est plus lui qui m'a trouvé et c'est venu dans le temps. J'ai toujours été passionné par la vidéo et par l'informatique. Et tout ce que je fais aujourd'hui, ça gravite toujours autour de ça. Et du coup, toi, comment tu as fait pour trouver le tien? Quand j'étais au bord de la faillite, un rien m'émerveillait. C'est ça la beauté du danger, c'est que quand on n'a plus d'argent, par exemple, quand j'ai tout perdu, j'étais au bord de tout perdre, j'ai déménagé, je suis parti vivre avec ma nouvelle femme, et puis j'ai pris une case en tôle, mais c'était fait avec des restes de chantier. Okay, et j'ai commencé à rendre ça, ne serait-ce habitable. Donc le blanc, j'ai fait de la peinture brossée, j'ai acheté juste un petit meuble pour rendre l'espace esthétique. Et c'est comme ça que j'ai développé. Donc en fait, à partir de rien, j'ai commencé à créer des choses, un jardin, n'importe quoi, je travaillais l'esthétique. Et à chaque fois, c'est comme ça que j'ai progressé. Donc autant l'extérieur que l'intérieur. Et donc j'ai découvert des compétences à rendre joli, le truc le plus laid qu'il y a. Et c'est vrai parce que j'avais des goûts de... Moi, je me rappelle, j'étais parti voir une restaurant, quelqu'un qui a une table d'hôte et qui passait dans mon commerce, il m'a dit « Didier, t'as des goûts de chiottes ». Et c'est vrai, j'avais des goûts, j'avais mauvais goût. Mais j'ai appris à avoir de bon goût. C'est comme quoi, tout s'apprend. Mais il faut avoir envie. Ouais. Et c'est pour ça, c'est qu'on n'a plus rien, je dis « Waouh, ok, une chaise, ouais, c'est pas mal la chaise ». Alors qu'avant, je ne voyais pas, c'était transparent. Ouais. Donc, et c'est là que j'ai découvert ça. Et comme j'étais pendant trop longtemps commerçant, c'est quelque chose qui me commençait à être lourd. Je rénovais mon commerce et puis jusqu'à ce que je me suis dit, il y a quelqu'un sûrement qui s'est intéressé, un de ces quatre, qui va venir me l'acheter. Ça n'a pas manqué. Un an après, il y a quelqu'un qui est arrivé qui l'a acheté. Comme quoi, quand on veut,
on devient ce que l'on pense. Vraiment, et ça, Napoléon Hill le dit bien, les neurosciences, c'est un peu pareil, c'est l'autosuggestion, quoi, presque. Mais ça marche vraiment. Voilà, donc je me suis découvert ça, et puis je voulais plus être commerçant, je voulais que, en tout cas, mon nouveau travail soit intimement lié avec mon nouveau style de vie. C'est-à-dire que je voulais plus bosser comme un acharné avant, 24 heures sur 24, ne pas avoir de jour de férié. J'ai voulu avoir un style de vie différent, et puis mon espace, l'aménager différemment, avoir de la qualité, me sentir bien. Tout ça avec un but. Donc pour moi, le lifestyle et le business va avec. Et pour toi, enfin déjà, est-ce qu'il y a un équilibre entre le business et la vie perso? Au début, non. Au début, on est obligé Non. de passer dans une phase de chaos. Non, moi j'ai eu la chance que, bon, il y a 17 ans d'écart entre moi et ma femme. J'ai la chance qu'elle me suive sans trop poser de questions, alors qu'on vient de deux milieux différents, mais on n'est pas de la même ethnie. Mais là, j'étais dur. Tout le monde disait que j'étais dur, oui, avec mon fils, avec tout le monde. Hein, je suis direct, mais je travaillais souvent. Mais on est obligé de passer par là, parce que rien ne se fait en claquant les doigts. Hein. J'ai galéré pendant, et des fois quand je regarde ce que j'ai fait, je dis waouh, comment j'ai pu faire ça pendant toutes ces années-là. J'avais par exemple 100 mètres de haies à tailler avec un taille-haie. En plus, il faisait 1m80 le truc, donc moi, comme je suis pas grand, c'était l'horreur. Mais j'ai tenu pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je me dis, comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps sans... Faut vraiment aimer ce qu'on fait et puis avoir un but. Dans 10 ans, je serai reconnu. Ok. Et est-ce que pour toi, c'est un but d'être reconnu ou... Non, du tout. Non, quand je dis reconnu, c'est plutôt la reconnaissance de mon travail, ce que j'ai fait. Okay. Mais la reconnaissance par une petite minorité. J'ai jamais voulu convaincre tout le monde. Moi, je veux pas que tout le monde m'aime. Non, mais par rapport au nouveau style de vie que j'avais, je voulais toucher ces personnes-là, donc qui est une petite minorité. Souvent, on parle de déclic dans l'entrepreneuriat qui fait que tu passes du niveau 0 à 1. Est-ce que tu penses que ce déclic-là, il existe vraiment? Et si oui, est-ce que tu l'as vécu? Déclic à quel niveau? Financier, mentalement? Mentalement en plus. Voilà comment ça s'est passé chez moi. Donc pendant 5 ans, 5 ans après, on va dire que je suis passé très près de la faillite, je me refais financièrement et je commence à changer de mentalité, mais c'est limité. Jusqu'au jour où mon consultant m'invite à la première conférence d'Idriss Aberkan dans La Réunion. Ok. Et moi, conférence, ça me passait sur la tête. Hein, mais il avait formulé ça d'une manière qui fait que ça a vraiment suscité mon interrogation. Et c'était l'économie de la connaissance. Au départ, Idriss avait commencé avec ça. C'est en 2015, il était pas connu. Et j'y vais, c'est intéressant, je vais. 1 heure de conférence et je sors de là, mais complètement bouleversé parce que je me rends compte que je connais rien de la vie. Autour de moi, il y a des économies qui existent, un monde qui existe, donc j'avais aucune idée. Le monde d'Apple que je connaissais pas aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à taper sur Internet Idriss Aberkan pendant 3-4 jours, 1 semaine, 1 mois, pour voir tout ce qui avait rapport avec lui. Et dans le temps, il y avait quoi ? Peut-être maximum 5 vidéos sur Idriss. Mais après, quand on commence quand il parlait de l'économie de connaissance, il arrive à chiffrer le nombre d'heures passées. J'ai appris une technique. Donc du coup, je passais tous les jours minimum 3 heures sur Internet à chercher dans tous les domaines. Ça peut être politique, économique, business, enfin bref. Alors Idriss ne m'a pas aidé au niveau économique. Hein. En plus aujourd'hui, il est parti dans la géopolitique. Mais par exemple, son livre qu'il a sorti, c'était Libérez votre cerveau. Lui, il a vraiment libéré mon cerveau. Donc à partir de ça, en tapant sur Internet, c'est bon, Google, tout ça, c'est un peu l'intelligence artificielle. Donc il vous ramène souvent, en plus sur YouTube en plus, des vidéos ou bien des contenus qui ont rapport avec, qui sont connexes. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de gens. J'ai découvert un mentor qui m'a
Avec lui, j'ai tout eu pour construire le Lounge Garden. Vraiment, il m'a donné comment dire ça, toutes les idées qui fait que j'ai pu le faire tout seul. Et aucun cabinet consultant n'aurait pu m'aider ou n'aurait trouvé ça. Donc avoir été accompagné, ça a été... J'ai pas été accompagné, j'ai cherché. En fait, à La Réunion, il n'y a pas d'environnement économique ou bien de gens qui ont la capacité de vous influencer et de vous guider. Il n'y a pas de gens qui sont inspirants aussi. Il y en a qui ont réussi leur vie, ils ont monté une usine, mais ça reste classique. Moi, j'ai fait mon environnement sur Internet. Donc j'ai découvert grâce à lui d'autres mentors comme Dan Lok, c'est vraiment lui qui m'a donné le fil conducteur sur le lifestyle, sur le personal branding un peu. Et puis après d'autres, beaucoup de gens dans différents domaines. Par exemple, dernièrement, ça fait 2 ans que je me suis intéressé à Gary Vee. Ah ok, Gary Vee. Ouais. Et donc, ce que je mets sur mes contenus, sur Facebook, c'est beaucoup grâce à Gary Vee. Parce que, en fait, on a tout sur Internet gratuitement. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un contenu gratuit et un contenu payant? Beaucoup de personnes ont besoin de payer pour une formation parce qu'ils se disent que je vais apprendre plein de trucs. Mais c'est faux. Et Dan Lok l'expliquait comme ça. C'est qu'il disait, il a eu des mentors, il a payé très cher, ok? Son plus grand mentor, c'était Dan Pena, qui est le mentor le plus agressif qui existe au monde, qui est très connu chez des milliardaires. Et quelqu'un lui pose la question, est-ce que de payer un coaching à 100 000 euros, si ça lui apportait vraiment beaucoup plus, est-ce qu'il a appris, la connaissance qu'il a eue était vraiment très importante par rapport à un petit coaching. Et il disait en fait, c'est qu'il n'a pas appris plus de choses que ça. Mais le fait de payer un coaching à 100 000 euros fait que la moindre phrase, le moindre mot va être bien réfléchi et va être contextualisé. En clair, quand vous allez dans un restaurant, vous allez McDo, on commande, ça coûte 10-13 euros, on mange. Mais quand vous allez dans un resto gastro, vous allez payer, vous avez une note de, 100 euros par repas, vous allez apprécier la moindre bouchée parce que vous l'avez payé 100 euros. Et dans la formation, c'est pareil, c'est qu'en fait, si on fait attention, on peut avoir n'importe quelle connaissance qu'on veut, en plus avec l'IA, facilement. Mais sauf que c'est la manière de structurer et de comprendre, d'en avoir conscience qui fait que c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs. Mais on n'a pas besoin de payer tout ça. Et en clair, c'est que même des fois, des sociétés de formation ne sont pas ou ne sont plus à la page. Donc en fait, sur Internet, on a tout ce qu'on veut. Mais vraiment, dans n'importe quel domaine. Et moi, j'ai créé le Lounge, j'ai fait l'univers, j'ai fait tout a été minutieusement choisi, la philosophie, la vision, depuis le début, mais c'est grâce à Internet. On n'a pas besoin j'ai envie de dire, de payer pour ça aujourd'hui. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai payé pas mal de formations, mais la formation qui m'a été le plus utile, c'est juste la vie. Juste faire, me péter la gueule. Exact. Et à chaque fois que je payais une formation, j'ai peut-être juste gratté une mini-information que j'aurais pu trouver en cherchant longtemps, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai avancé ou pas. Donc on est d'accord. Mais en fait, le problème, c'est que acheter des formations ou acheter du contenu, en fait, pour moi maintenant, comment je le prends, c'est souvent, moi, c'est quand je suis dans une phase où ça va mal, hein, entre guillemets, et que du coup, je cherche un médicament. C'est exactement ça. Acheter, je me dis, c'est bon, ça va résoudre mon problème. Alors que pas du tout. Ouais. Juste, ça repousse le problème et au final, j'avance pas tant que ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est propre à chaque entrepreneur. Et c'est pour ça que je disais aussi que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Donc, en fonction de son degré de caractère, de force de caractère, on utilise ou pas un coaching, ou bien on paye ou pas une formation. Mais parce que la plupart d'entre nous ont besoin de se reposer sur quelqu'un. Voilà. Et moi, clairement, depuis que je suis né, c'est marche ou crève. C'est-à-dire que si on sort de là, si on crève, comme moi, la vie, c'est un combat. Hein. Je ne vais pas combattre avec tout le monde, mais il ne faut pas se leurrer. La vie, c'est une compétition et c'est que les meilleurs qui s'en sortent. Hein. Il n'y a pas de demi-milieu. Hein. Ouais. On fait un peu un zoom arrière et on va un peu se comparer à la France. Et selon toi, qu'est-ce qu'on n'a pas par rapport à la France au niveau du business? Tout dépend du business. Est-ce que c'est la nouvelle économie dont on parle avec les youtubeurs, avec la révolution d'Internet, ou bien l'économie... Parce que l'ancienne économie,
en France ou bien ici, c'est à peu près pareil. Donc l'ancienne économie, la grande surface, l'industrie, tout ça. Usine, tout ça, ouais. Je dirais qu'ici, on a un petit temps de retard, mais qui se comble assez rapidement, je trouve, parce qu'il y a les médias, les réseaux sociaux qui font que on capte beaucoup plus. Enfin, tout devient mondial, donc on peut avoir des infos sur la France rapidement. La mentalité est différente. En métropole, je pense qu'il y a quand même des groupes sur lesquels on peut s'appuyer, un réseau qui fait qu'on a la même mentalité. À La Réunion, on n'est pas là, on n'a pas cette mentalité-là. C'est assez. Les gens qui ont réussi n'aiment pas trop partager leur savoir. Ceux qui veulent vendre leur savoir ne sont pas des gens compétents, malheureusement, parce que ça serait sinon. Ouais, y en a qui vont peut-être tiquer, mais c'est comme ça. Mais on n'a pas la mentalité réunionnaise différente. Ouais. Je pense que le gros problème, c'est pas une question de culture, c'est une question de mentalité. Partout, c'est pareil. Ok. Et est-ce que tu penses qu'on peut faire de la prestation de service ou du freelancing à La Réunion? Je pense que oui. Parce que c'est facile aujourd'hui. Il n'y a rien de plus facile que de se vendre. Pourquoi la communication est devenue facile? C'est ce que disait Gary Vee. C'est simple. Avant, comment faire connaître une entreprise? Il fallait payer. C'est-à-dire que vous faites publicité à la radio, à la télé, dans les journaux, enfin partout. Ça coûte cher. Et pour une durée très limitée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut se faire connaître, une entreprise peut se faire connaître. Et au-delà de ça, le dirigeant peut se faire connaître, donc le personal branding, alors qu'avant c'était impossible. C'est-à-dire qu'une société réussit, mais le dirigeant ne peut pas vraiment se faire connaître, à part entre patrons, entre syndicats, mais se faire connaître de tout le monde, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est gratuit. Parce que moi, la vision que j'ai sur La Réunion, en tout cas, c'est que ça marche beaucoup au réseau. Un tel qui te recommande à un tel, mais c'est beaucoup plus compliqué de partir d'un client qui ne te connaît absolument pas à ce qu'ils deviennent clients. C'est vrai. Moi, par exemple, je fais partie d'aucun réseau. Je me suis fait tout seul. J'ai jamais voulu entrer dans un réseau parce que ça correspond pas à mes valeurs. J'ai pas d'affinité propre à ça et j'ai pas envie de me forcer. Donc du coup, même pour du business, rentrer dans un réseau juste pour ça, non. D'où la difficulté pour moi de me faire connaître. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus difficile pour moi. Donc, les réseaux sociaux, on est la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en clair, si tu m'as demandé quelque part d'intervenir dans ton émission, c'est que tu m'as vu quelque part. Et je pense qu'il doit être le seul peut-être entrepreneur à La Réunion à se montrer, à discuter, à montrer son style de vie ou bien comment il travaille, à apparaître autant. Et je crois que les gens ont besoin de savoir qui est derrière, qu'est-ce qu'il vit. Ça donne plus de valeur. La preuve... Virgin, donc Branson, sa société Virgin, je crois qu'il doit avoir peut-être, je sais pas moi, en millions, peut-être 8 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Et alors que son profil personnel, il est suivi par 60 millions de personnes, donc c'est énorme, c'est dingue. Et quand on a réussi une entreprise, d'un matin, on peut commencer n'importe quoi. Ouais. Les gens savent, ok, ce gars-là, il a réussi ça, donc c'est sa marque. Et donc, c'est pour ça que le personal branding, pour moi, aura plus de valeur. La preuve, les youtubeurs nous montrent la preuve aussi que ils apparaissent et qu'ils n'ont pas peur et ils ont beaucoup plus de visibilité aujourd'hui que d'autres personnes. Donc, est-ce que tu penses que le personal branding à La Réunion, il est plus fort que la recommandation par un réseau? Non, il n'est pas plus fort, mais il devient plus fort par la force des choses parce qu'il y en a personne qui le fait. Donc, si on est très nombreux à le faire, c'est sûr qu'on n'a plus de visibilité. On ne rentrera pas dans les réseaux et c'est la seule manière de le faire connaître. C'est-à-dire que quand on ne fait pas partie d'aucun syndicat, on ne fait pas partie d'aucun réseau, par exemple, nous, on ne travaille pas les wedding planners. Donc ça veut dire que nous, si le linge n'arrive pas à trouver ce client tout seul, il meurt. Là, s'il n'y a pas de plan B, là, on a choisi un modèle, moi j'ai choisi un modèle qui est ultra pointu, et c'est mes compétences qui fait que ça va réussir ou pas. Si je ne suis pas compétent, je vais mourir. Il n'y a pas de à moitié, c'est comme ça. Mais je le sais. Ok. Et ça va, tu stresses pas dessus? Du tout. Non. Alors moi j'ai dû rater la mort, j'ai dû rater la mort au moins 4-5 fois dans ma vie, mais de très très près. Ouais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Non. À la limite, si je meurs sans dire au revoir à mes enfants, ou bien à ma femme, ou bien à des gens que j'aime, ou à mes parents, oui, c'est le truc que j'aurais, mais la mort m'a jamais fait peur. Donc j'ai presque envie de dire que j'ai l'habitude de sentir à côté de moi. Faut bien mourir de toute façon. Ouais. C'est triste, mais on va tous mourir. Là, tu touches un point important en observant autour de moi que beaucoup d'entrepreneurs ne prennent pas compte. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vont mourir un jour et qu'ils sont en train
d'être que dans du business, de faire des choses. Ils vont économiser, ils vont râler, ouais, je ne vais pas payer ça. Alors que la vie, c'est quoi? C'est d'avoir les meilleures expériences. Donc moi, j'ai de l'argent, je vais aller dans un restaurant, je vais voyager, je vais prendre, je vais pas nager, mais je vais essayer de voir les meilleurs hôtels du monde, ou bien payer quoi pour ça. Mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont radins. C'est genre, il faut pas dépenser trop, il faut juste négocier, mais on n'est pas dans l'excellence, on n'en cherche pas le meilleur. Et ça se ressent dans leur style de vie. Et pourquoi tu penses qu'ils veulent pas dépenser? C'est l'éducation. C'est sûr que c'est difficile. Ils en ont bavé sûrement, mais moi, mon père en a bavé, mais il a pris sa retraite à 50 ans. Il a recommencé à zéro. Je pense qu'il ne se pose pas assez de questions sur la vie en général, sur leur vie. Qu'à chaque vie, il y a une fin et qu'il faut essayer de bien la traverser. Moi, par exemple, je sais que j'ai 63 ans aujourd'hui et j'ai encore 7 ans pour réfléchir à ce que je vais faire de mes biens, si je vends pas, comment je vais les faire passer. C'est 7 ans de ma vie les plus importants. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a ça et aussi, il faut que je profite de la vie. Parce qu'après 70 ans, est-ce que je pourrais encore courir? Est-ce que je pourrais faire ce que je veux? Je ne sais pas. Est-ce que je serai pas malade? J'en sais rien. Mais ces temps-là vont être importants parce qu'en même temps, il faut que je travaille, mais en même temps, il faut que je prenne du temps, que je m'éclate. Et du coup, comment on fait pour faire les deux? En fait, j'en sais pas trop rien, à vrai dire. Mais c'est l'objectif que je me suis fixé depuis le début d'année. J'avais des remises aux normes, donc je ne pouvais pas le faire. Mais l'année prochaine, c'est ma priorité. Donc, d'ailleurs, je me suis marié l'année dernière, j'ai pas fait de voyage de noces. Donc, vous voyez, mais cette année, l'année prochaine, donc j'ai prévu d'aller en Chine, dans d'autres endroits. Mais de mettre en place un calendrier pour que je puisse voyager aussi. Parce que c'est ça la vie, c'est de vivre. Après, l'argent, moi, mon père, il a 93 ans, il a de l'argent sur son compte suffisamment, mais il ne peut plus rien faire. Ouais. Et moi, dernièrement, j'ai dit, voilà, écoute, je vais peut-être réfléchir à investir, mais pas à La Réunion, ailleurs. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, profite. Même mieux, profite plus. Donc, c'est un message qu'il me donne, parce que c'est ça, il faut bosser dur, il faut travailler dur, il faut se mettre sa famille à l'abri, mais il ne faut pas oublier de vivre. Et beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas ça. Et je pense que par contre, les jeunes, ils vont réussir plus vite. Mais la nouvelle génération, enfin, pas la nouvelle, mais moi, par exemple, mes enfants, cette génération-là est en train veut plus profiter que de créer une richesse. Ils n'ont peut-être pas tort, mais par contre, il faut savoir que les retraites, dans quelques années, il ne faut pas trop compter dessus. Et c'est là où la vérité va nous rattraper. Donc si on n'a pas prévu nos arrières, profiter de la vie, c'est bien, mais après... Et est-ce que tu as plus une vision super long terme, ou alors tu penses plus juste au lendemain et ensuite on verra? Non, moi depuis que je suis passé près de la faillite et que j'ai reconstruit mon business, ma vision, elle est sur... le minimum, c'est 10 ans. Le minimum, c'est 10 ans. Donc, par exemple, quand j'ai créé le Land, j'avais une vision de 10 ans, ce qui est déjà long. Quand tu dis vision 10 ans, c'est-à-dire? J'ai une photo d'où je vais arriver, comment je vais arriver, et j'ai des plans sur 4 ans, 5 ans, 3 ans, voire quelques mois. Donc, j'ai une vision plus ou moins à long terme. Donc, tu penses que c'est important de se projeter sur le long terme? Ouais. On regarde, l'horizon, on ne la voit pas, c'est pas net, mais on sait que c'est cette direction-là, et on va mettre des choses en place pour y arriver. Et à chaque fois qu'on avance, il y a des paramètres qu'on prend en compte et on découvre des choses. Ça nous permet de consolider le trajet. Okay. Et tout ce que j'ai prévu depuis j'ai commencé ce projet-là, tout s'est réalisé. Et au-delà, même, des fois, je me dis, bon, ok, j'ai fait ça, je ne pourrais pas faire mieux. Non, maintenant, comme je suis exigeant, je ne sais pas d'où je trouve les idées, mais c'est comme dans ma vie personnelle, il faut que j'améliore un espace, donc il faut que je fasse un espace de réception privé, pour qu'il pleuve, qu'il vente, je sois à l'abri. Après, il faut que j'améliore mon parking. Voilà, c'est pour ça que mon espace de vie et mon business est très, très lié. Donc la vision, elle est toujours à long terme. Et ça permet, en tout cas moi, mon fils, je vois le dernier, il a 15 ans, il a vraiment mon mindset. J'ai même pas besoin de lui parler, il réfléchit. Enfin, je dis pas que c'est une bonne chose, mais il pense exactement comment il est influencé. Donc lui, il est exigeant et je dirais, il va plus loin parce qu'il me dit, papa, tu as une Porsche, une Ferrari, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une Lamborghini? Je dis non, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, donc je cherche pas à avoir plus que ça. Et son but, c'est de m'offrir une Lamborghini rapidement,
C'est-à-dire qu'il veut gagner de l'argent, suffisamment d'argent pour me faire le Lamborghini. Donc ça veut dire que les jeunes mentalités, c'est une bonne mentalité. Ce qui va arriver, j'en sais rien, mais et sa maman, il panique par rapport à ça. Il dit oui, mais le papa il est compliqué, mais à l'enfant c'est pire. Je dis non, mais il faut pas donner de limites. Et si on reste positif, la vie on ne sait pas, ça peut très bien se passer. Et tu penses que c'est possible de déconstruire ces limites du coup? Ah ouais, il faut. Enfin, c'est comment dire ça? Je crois que c'était Oussama Ammar qui disait ça, je ne sais plus trop qui, mais il faut hacker son cerveau. Ou bien Idriss, mais il faut hacker son cerveau. Et ça marche. En fait, hacker son cerveau, c'est que. Quelle est la différence entre un adulte et un enfant? La différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant ne fait pas de distinction entre la réalité et un rêve. Par exemple, il prend ses pistolets, il joue à la guerre, il s'y croit. Il va monter. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait une rambarde, je mettais un tapis dessus et j'en faisais un cheval. Ouais. Mais je pense que. Il y a une partie de l'enfant que j'étais que je n'ai pas perdu. C'est ça qui fait la différence, c'est que l'imagination, c'est assez important. Et la différence entre deux personnes, c'est vraiment l'imagination. Jeff Bezos ou bien Elon Musk, mais on n'aurait jamais dit que ça était possible. Faire poser une fusée qui a déjà servi, mais c'est pas possible. Donc, comme quoi, oui, en fait, l'imagination est une force, c'est la plus puissante que je connaisse. Et tu penses que si on l'a perdue, on la perd à jamais ou on peut la retrouver? On peut la retrouver, mais c'est une question d'envie. D'abord, il faut vraiment qu'il y ait une envie, et puis, mais pas tout le monde est doté de ça. Il faut dire pareil, c'est comme l'entrepreneur, pas tout le monde peut être entrepreneur. L'imagination, c'est pas donné à tout le monde. C'est très trop facile. C'est pas comment dire, des compétences qu'on acquiert facilement. Je pense qu'il faut avoir à côté des prédispositions un peu, et puis. C'est marrant parce que moi j'ai clairement ce problème-là. En gros, quand j'étais petit, je m'en fichais du moyen de comment j'allais tourner une vidéo. Ouais. Dis-toi que quand j'étais petit, mes parents m'avaient offert un ordinateur portable Ouais. et je l'utilisais comme webcam. Je le posais comme ça et je me filmais avec la webcam de l'ordi. J'avais aucune limite. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que j'en sais tellement sur la vidéo que ça me limite. Je me dis, ah ben non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça. Et je travaille, j'achète ce truc-là. Mais au final, je fais pas quand même la vidéo. Moi, clairement, ce que je pense, c'est qu'il faut que j'arrive à retrouver ce petit qu'il y avait en moi. Mais quel conseil t'aurais à me donner du coup pour le retrouver? Fais-toi confiance et puis déjà, n'écoute pas les autres. Écoute toi-même. Tu as envie de faire, fais. Tu sais, il y a un problème qui dit, enfin, c'est Idriss qui dit ça souvent, il dit ceux qui ne savent pas enseignent et ceux qui savent font. C'est la réalité. Un prof, il n'a jamais rien fait de sa vie, il est en train de t'enseigner plein de trucs, il ne connaît rien, même pas, même les profs d'économie. Et l'entrepreneur, il le fait, lui. Il ne connaît pas, il le fait. Mais c'est vrai. Et moi, ce que j'ai créé en termes de communication, en termes de branding, mais personne ne me l'a enseigné. J'ai tout découvert, j'ai fait. Et ça marche, et c'est vrai. On est différents. L'Ange Gardien, déjà, ici, tu sais, quand tu fais un événementiel, tout le monde, c'était domaine. Alors, domaine de quelque chose, c'est un domaine. Moi, mon truc est trop petit, c'est pas un domaine, je veux dire. Et donc, j'ai réfléchi à quoi? J'ai dit, l'Ange Garden, parce que ça veut dire soit un salon dans le jardin ou le jardin du salon, on peut le faire comme on veut, mais en clair, lounge, déjà, c'est luxueux, c'est beau. Ouais. Et puis, donc, c'est anglais, donc, depuis le début, il faut penser différemment, comme le fameux adage de Apple, Think Different, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, ceux qui vont penser différemment, qui vont vivre différemment, qui vont faire différemment, ont un avenir. Si c'est pour faire que ce que tout le monde fait, ça n'a aucun intérêt. Qu'on échoue ou pas, c'est pas le problème. Je veux dire, on échoue après. Moi, franchement, je préfère avoir fait des échecs, mais j'ai fait des trucs intéressants de ma vie, que d'avoir un truc où je ne m'éclate pas, quoi. Mais c'est propre à chacun. Je veux dire. Puis, c'est pour ça que ça dépend du caractère et puis de la passion. Et je crois qu'il faut de la passion dans ce qu'on fait. Ouais. C'est ça qui va faire la différence entre les entrepreneurs. Et t'en penses quoi des routines d'entrepreneurs qui se lèvent à 4 h du matin C'est leur truc, je veux dire. Moi chacun sa méthode. Moi, j'ai rien contre. Moi, je ne me lève pas à 4 heures. Est-ce que tu penses que pour être un bon entrepreneur, il faut absolument avoir une routine carrée, stricte? Non. En tout cas, même si ça marche, j'en ai pas envie. Donc moi, je me pose pas la question. Je travaille, la vie est suffisamment dure pour que cela durcisse encore. Si d'un matin, oui, si j'ai envie de dire, je me fixe comme objectif pendant quelques temps, je vais me lever à 4 h du matin pour faire du sport et tout. D'ailleurs, il faut que j'en fasse. Oui, pourquoi pas, mais
C'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on fait pas ça qu'on va pas réussir du tout. ou réussir. Ah, du tout. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté des empires, ils ont jamais fait de gym de leur vie, ou bien ils sont rien imposé, c'est de travailler. Ouais. Ça, par contre, c'est une discipline. Ouais. Il y a une formule magique pour. Il n'y a pas de formule magique. C'est la beauté de la vie, c'est que au bout du chemin, il y a un échec ou bien une réussite, mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. D'où un entrepreneur, il faut qu'il essaye. Et aucun, avant, on faisait un projet, il fallait faire des études de marché. Aujourd'hui, personne ne fait plus d'études de marché parce que ça ne marche pas. Et c'est en faisant qu'on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Moi, mon truc, il était dans les hauts, perché dans les hauts. J'avais 80% de chance, 90% des chances d'échouer. Sur mon site, j'ai rencontré le président et directeur du Crédit Agricole. Okay. Donc voilà, on va dire, c'est les plus grosses pompes des banques à La Réunion. Et je leur disais, quand j'ai créé le Lange Garden, j'avais 80% des chances d'échouer. Je finis ma phrase, les deux, en même temps, me disent « Oui, monsieur ». Et j'ai trouvé ça formidable parce que d'abord, c'était déjà franc. Et ça prouve que la difficulté, elle était là, elle était énorme. Aujourd'hui, je crois que le village du Guillaume, même le président de la CGPME me l'avait dit, il m'a dit « Didier, aujourd'hui, si le Guillaume est connu, c'est grâce à toi ». Ah, je pensais, enfin moi je dis ah bon, non je pense pas, mais pour lui oui, parce qu'on donne de la visibilité, avec un truc en ruine, on a créé quelque chose qui donne de la vie, qui donne de la visibilité, un truc impossible, on a réussi à le faire. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi avec le lounge du coup? D'abord une volonté, une passion de faire des trucs que j'aime. Quand on est passionné, ça rend plus facile les moments difficiles. Parce qu'on ne les voit pas, on sait que c'est difficile, mais on ne le vit pas de la même manière quand on est obligé. Et de se remettre en question et puis d'y croire, c'est tout. Peu importe que, moi je me suis dit que peu importe, ça ne marche pas, à la rigueur j'en fais une grande villa et puis c'est tout. Donc, mais j'ai choisi un modèle économique qui est pointu et où il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, on ferme. Il n'y a pas de, à peu près, il n'y a pas de plan B. Mais tu étais prêt à perdre, du coup? Ah, j'étais prêt à perdre. Je suis passé au bord de la faillite, donc je me suis dit, perdre de l'argent ou gagner, c'est que de l'argent. Après en avoir eu beaucoup et perdu beaucoup, ça relativise l'argent. C'est qu'un moyen. Et je veux dire un truc qui va te paraître surprenant. J'ai à un moment donné été associé avec un truand, un escroc. Carrément. Oui, parce qu'on ne connaît jamais trop les gens. Et j'ai appris beaucoup plus avec cet escroc-là qu'avec n'importe qui. Aucun patron n'aurait pu m'apprendre ce que lui m'a appris. C'était quelqu'un de pas con, intelligent. Il m'a donné des techniques pour survivre. Et c'est dingue. Et en fait, on s'aperçoit que dans la vie en général, les gens intéressants qui sont vraiment de bons conseils sont des gens borderline en général. Le patron modèle, n'apprend pas grand-chose avec lui en général. Moi, j'ai trouvé, les gens sont... Et puis, ils ne sont pas très intéressants. C'est mon expérience. Mais et quand on regarde dans la vie, il y a un gars qui avait escroqué les stars d'Hollywood, j'ai oublié son nom, et qui a vécu pendant pas mal de temps, qui a fait de la prison aux États-Unis. Beaucoup de gens qui sont intéressants à un profil atypique, quoi. Dan Pena, par exemple, lui, il a failli tuer quelqu'un et il est rentré en prison pour ça. Il était jeune. Et c'est un Néerlandais, donc il avait le sang chaud et c'est comme ça. Mais n'empêche que c'est des trucs intéressants, à nous de prendre ce qu'on a besoin, mais de ne pas tout prendre. Je veux dire, on n'est pas obligé, on n'est pas là pour imiter tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que même la philosophie de la vie, cet escroc-là qui m'a fait toucher beaucoup de choses techniques, même de la vie en général. Quelqu'un d'intelligent, mais il avait un défaut, c'est qu'il ne pouvait pas s'empêcher de escroquer les gens. Donc c'est con, mais c'est comme ça. Mais le gars, hyper intéressant. Voilà, comme quoi, tout dépend comment on prend l'expérience. Soit on dit, ouais, c'est un truand, on va mettre de côté tout ce qui est mauvais, alors qu'on a appris des choses super intéressantes. C'est pour ça l'expérience quand on échoue en une société, on échoue en entreprise, c'est d'en retirer des choses bonnes. Ok, là on a merdé, mais ça peut-être c'était bon, on a appris des choses. Donc, et c'est là où on dit que l'échec apprend. Le but c'est pas d'en faire beaucoup, le but c'est pas de s'en
de s'en vanter, non. C'est vraiment de retirer ce qu'il faut de chaque... Mais je pense que le mieux, c'est d'en faire le plus rapidement possible, Ah oui. les erreurs. Ah oui, exactement. C'est pour ça que mon fils, il a 15 ans, je dis, mais fais le maximum d'erreurs que tu peux faire. Et lui, je sais que s'il a 90 conneries à faire, s'il y a 89, ben, il manque une connerie, il faudra qu'il la fasse. Parce que je sais qu'il... Mais donc, plus vite il va le faire, mieux c'est. Et moi, si on m'avait laissé faire depuis le début, mes parents m'avaient dit, bah, écoute, fais tes conneries, ben, j'aurais été un autre niveau, mais beaucoup plus haut. Mais enfin, ça va, je me suis rattrapé quand même un peu, donc je ne suis pas trop à me plaindre. Mais oui, les erreurs, il faut en faire plein, mais le plus vite possible. Ouais. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté et ça marche bien. Ça marche bien. C'est douloureux, mais ça marche. Ouais, sur le coup, c'est vrai que ça... Mais celui que j'ai appris le plus, c'est Hakim Benotman. C'est un Algérien d'origine française qui a monté une chaîne de kebab, qu'il a revendue. Il a failli acheter Quick. Mais il te donne des informations mais que personne ne peut donner. Par exemple, tu as une SCI. Eh ben, quelqu'un qui connaît, il peut te subtiliser ta SCI. Et une SCI qui vaut 10 millions, 20 millions, il arrive à le prendre. Ah ouais. Et à toi de... Parce qu'en fait, tu passes pas devant un notaire. Tu vas au greffe du tribunal, aux impôts, tu fais enregistrer une assemblée générale, ce que tu veux, tu payes des taxes et puis c'est enregistré. Et donc il y a des gens qui connaissent derrière, qui sont renseignés, qui connaissent c'est qui les gérants, les actionnaires derrière, ils font des faux, ils vont aux impôts. Ils payent comment dire, comme si c'était acheté pourtant, ils payent les taxes et récupèrent un truc qui vaut 10 millions, légalement. Et à toi, et le propriétaire, lui, il est dans une merde pas possible parce qu'à lui de prouver maintenant que c'est faux. Et le truc, il est véridique. Ah ouais, là, c'est... Non, mais c'est dingue. Et donc, tu veux, pareil, quand tu montes une holding, par exemple, il ne faut jamais mélanger une holding, une holding patrimoniale et une holding business, mais personne ne va te dire ça. Alors qu'en généralement, tu as une holding en haut, tout est mélangé, il y a les machins. Et il te dit, mais comme les tribunaux, comme la France, il n'y a plus d'argent, tous les juges de tribunaux ont tendance à faire ce qu'on appelle un appel au comblement de passif. Ça veut dire que le gérant, il doit payer. Et donc, ça veut dire que si toi, tu es gérant de cette société-là, il te fait péter toute ta holding. Ça veut dire qu'il va tout vendre, même tes biens immobiliers, pour combler le passif. Et donc, parce que les juges, ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas l'argent. Donc, ils ne supportent pas les gens qui ont de l'argent. Et donc, c'est des détails que personne ne va te donner, aucun avocat, rien. Et c'est pareil. Par exemple, lui, il a eu le nombre de contrôles fiscaux parce qu'il était algérien, mais tu imagines même pas. Et le gars, il te dit, voilà ce qu'il est arrivé à faire. Il était obligé de faire. Et parce qu'il y a des contrôleurs d'impôts, il dit, oui, monsieur, vous avez mal géré votre société, vous auriez dû faire ça, 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 ça. Donc, il sait comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un problème bien spécifique, important, il demande à 3 avocats, juristes, 3 avocats différents, de faire un mémo. Il paye pour ça. Ouais. Sur les 3 avocats, il n'y a aucun baron un mémo pareil. Ah bah, c'est sûr. Alors qu'on a un même problème. Ouais. Et donc, il prend le dossier, il donne au contrôleur d'impôt, il dit, mais monsieur, j'ai fait mon travail, mais comment voulez-vous je fais quoi? 3 trucs différents. J'appelle le président de la République pour régler le problème. Non mais tu vois, et il t'apprend des trucs, pareil, il te dit, les avocats fiscalistes, mais c'est les pires. Parce que les avocats fiscalistes en général, c'est des anciens contrôleurs d'impôts. Ouais, du coup... Ça veut dire qu'eux, ils connaissent le truc et ils vendent tes renseignements avec leurs collègues. Et c'est des truands. C'est les plus grands truands. Faut vraiment, faut pas faire affaire avec eux. Mais ça, tu connais pas. Dans le monde, tu te dis avocat, ok, d'accord. Non, c'est le vrai monde que lui, il a vécu. Et donc, tu apprends beaucoup plus avec des gens comme lui que le machin. Aujourd'hui, par exemple, mon patrimoine, mon gestionnaire, il a vu quand j'ai failli tout exploser, que j'ai failli tout perdre, il a vu. Et dernièrement, on en parlait, il dit putain, mais tu sors de loin, toi. Il dit, pour arriver aujourd'hui à remonter ça. Et aujourd'hui, quand je décide quelque chose, c'est moi qui réfléchis. Il dit, moi, je vais arriver jusque-là. Donne-moi les outils qu'il faut pour arriver à là. Mais c'est pas lui qui va faire ma stratégie, c'est moi qui fais ma stratégie. Ouais. Parce que c'est toi qui dois émettre de ta destinée, c'est toi qui émettre de l'entreprise. Si tu t'appuies sur un conseiller patrimonial pour faire ta stratégie, c'est mort. Parce qu'il va faire en fonction de lui. Il y a plein de trucs qu'il ne prend pas en compte alors que toi, tu prends en compte. Ouais, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais la France est un pays...
Et j'ai la chance d'avoir un business qui fonctionne sans employés. J'ai tout externalisé et on arrive à s'en sortir, quoi. Et comme dans les années à venir, la qualité il y aura de moins en moins de qualité parce que tout est devenu cher, il y a l'inflation. Nous, les travaux qu'on a fait avant, tout ce qu'on a mis en place, on va pouvoir profiter de ça dans les années qui vont arriver. Donc aujourd'hui, pour arriver, par exemple Clara, personne ne s'attend à ce qu'un site événementiel puisse prendre une chanteuse comme égérie. Donc moi, mon but là, c'est en train de discuter, de négocier un contrat sur 3 ans, parce que c'est une chanteuse qui va cartonner dans les années à arriver. Parce qu'elle a changé de registre, elle va faire dans la variété française, elle va arrêter de faire du Sega. Parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il faut à chanter du Sega? Et donc, c'est pour ça qu'elle a eu le bad buzz, c'est parce qu'elle a changé de registre, qu'elle s'est lissé les cheveux. Ça n'a pas plu, ouais. Et voilà, et en plus elle était sexy, elle a un joli corps, elle se met en valeur. Mais tu sais, les femmes, elles sont jalouses entre elles, donc si tu veux, ça fait descendre. Et là, je sais par son manager, donc quand j'ai vu ça, j'ai contacté son manager, j'ai dit écoute, vous passez des moments difficiles, mais en tout cas, chapeau, et ça ne veut pas dire que au contraire, je pense que vous êtes dans le bon chemin. Et bon courage. Et donc après, j'ai dit, pourquoi je ne fais pas de vidéo avec elle pour allier son image avec le nôtre. Donc on est en train de négocier ça. Et j'apprends qu'elle est demandée dans beaucoup de radios métropolitains, dont Énergie, qu'elle prépare une tournée en métropole en 2026. Cette nana-là va cartonner par rapport à sa plastique, par rapport à plein de choses. Si j'arrive à signer un contrat sur 3 ans, c'est accessible aujourd'hui encore. Mais dans 3 ans, peut-être. Mais dans 3 ans, c'est possible. Et elle va cartonner, donc elle va cartonner, j'aurais été le premier à la prendre comme égérie au niveau d'établissement, machin, et de faire un, comment dire, mais parce qu'il y a un sens, parce que voilà, être soi-même, donc on est en train de travailler là-dessus, et en train de négocier ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, je disais avec mon équipe, mon but c'est pas d'avoir des compétiteurs, c'est comme Apple, c'est dominer, c'est-à-dire qu'en fait, je vais faire 10 stratégies, tu vas pouvoir rattraper un ou deux retards que tu as sur moi, mais les 10 c'est pas possible. Ouais. Et ça fait quoi, de 2020 on a mis ça en place, donc ça fait 5 ans. Et j'ai commencé à vendre internet, mon webmaster me disait Didier, il y en a qui vont te copier. Je lui ai répondu texto tout de suite, j'ai dit, tu vois, le mec qui va me copier il n'est pas encore né à la Réunion. Pourtant c'est facile de faire un site internet. C'est pas le plus difficile, c'est de créer les produits, c'est comment tu le vends. Si tu comprends pas, si tu maîtrises pas ça, tu peux pas faire un site internet. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 5 ans après, il n'y a personne qui m'a copié. Il y en a qui vendent des packs clés en main, mais sur Facebook, en disant comme ça. Mais il y a pas, personne n'a fait un site internet pour dire on commande par internet. Si il y a un entrepreneur ou un futur entrepreneur qui regarde ou écoute ce podcast, quel conseil tu lui donnerais? Ouf, je crois que je n'aurai pas de conseil à donner. Parce que c'est propre à chacun. Parce que moi, je vais tenter. Je me vois mal conseiller. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne m'a pas demandé. Je n'ai pas assez d'expertise pour dire voilà, j'ai des conseils à donner. Restons modestes. Et puis, est-ce qu'il aura le courage de faire ce que je vais dire? C'est autre chose. Donc, on est dans la réalité. Par exemple, Dan Pena, il disait quand vous arrivez, il passe un film déjà, une vidéo. La vidéo, c'est quoi? C'est que vous voyez un troupeau de gazelles passer. Et juste derrière, il y a une lionne. Il attend le bon moment pour prendre la gazelle qui lui va bien, mais qui est fragile. Mais il ne franchit pas le pas. Donc les gazelles défilent. Et on voit un lion arriver. Il ne pose pas de questions, il arrive, il rentre dedans, il prend une gazelle, il va avec. C'est ça la vie. C'est que il faut oser, il faut y aller. C'est comme ça qu'il commence sa conférence. Et ça veut tout dire, et c'est vrai. Donc, le vrai entrepreneur, lui, de toute façon, il va prendre des risques, il va aller jusqu'au bout. Donc le conseil, c'est juste fais-le. Je sais pas si c'est un conseil, mais s'il le fait, la vérité va le rattraper. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. Donc, plus vite il le fait, plus vite il saura. Mais au moins, il n'aura pas de regrets. Donc, en termes, je dirais, je sais pas si c'est des conseils que je donne à un entrepreneur, mais pour qui que ce soit. Même dans la vie courante, sans être entrepreneur, dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire. On le fait ou on le fait pas. On a peur, on n'a pas peur. Rien que pour. Je me rappelle, quand j'ai acheté mes Ferrari, j'ai réfléchi 1 mois avant de savoir si j'ai acheté ou pas. Parce que c'est parce que je sais que la valeur que les gens donnent à ça et que combien les réseaux sociaux sont sensibles à ça et combien on peut être détesté ou bien critiqué pour ça. Et pour moi, la raison était pas assez forte pour que j'ai peur. Et ce que les autres pensent n'a aucune importance pour moi. Ce qui est important, c'est que moi, je pense de moi. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Les autres, ce qu'ils pensent, qu'ils m'aiment pas, peu m'importe. Merci en tout cas. Merci pour ces conseils. Merci pour ton temps.
Et, Merci à toi. Non, pas de quoi. J'espère que ce petit podcast vous aura plu et à la prochaine pour un nouveau podcast.